Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur les particules dans Houdini. Donc c'est le deuxième cours et cette fois, suite aussi à des demandes des Ciné 2 par exemple pour leur projet, je vais vous montrer comment on fait de la pluie dans Houdini. Donc je vais vous montrer comment on crée le système de pluie, comment on gère les collisions et puis comment on fait une wet map. Une wet map à partir de ça qui va nous permettre de déterminer où est-ce qu'on met un shader mouillé, où est-ce qu'on met un shader sec sur notre sol, ou sur la surface qui reçoit la pluie. Donc on y va tout de suite et je vais commencer par créer une géo ici que je vais appeler système. Hop. Et à l'intérieur, donc je vais d'abord créer un sol. Donc je vais faire une grid comme ça. Donc le sol qui va aussi nous servir à déterminer les collisions par rapport à nos particules. Donc vu que ce sol, je vais vouloir le mapper un petit peu plus tard, lui mettre une texture, je vais lui mettre des UV. Donc je mets un UV project ici, tac. Et cet UV project, le mieux c'est d'aller ici dans Initialize et de cliquer sur Initialize. Du coup il va chercher tout seul le meilleur angle pour pouvoir projeter nos UV. Donc je vais vérifier ici que ça fonctionne bien, vous voyez, on a bien l'UV qui est mappé convenablement. Hop, on fait donc barre d'espace 5, barre d'espace 1 pour switcher entre les deux. Et vous savez aussi, CTRL 1, 2, on split la vue. 3, on la split en 3, 4, on la split en 4. CTRL 1, on revient à une seule vue. Donc CTRL et clavier numérique, ici, et barre d'espace pour changer de vue. Ok. Donc maintenant que j'ai créé ça, je vais créer une autre grid qui va être mon émission de particules. Ok. Donc je fais Alt-clic là-dessus pour le copier. Donc ici, je vais appeler ça Collider. Ok, ou Ground, enfin, comme vous voulez. Et ici, source particule. Voilà. Donc, ce particule source, je vais le faire un petit peu plus petit. On va le faire de 8 par 8, c'est pas mal. Et puis, je vais rajouter un transform ici pour pouvoir le mettre plus haut. Ok. Donc, translate, je vais le mettre à 2, par exemple, ici. Et ça me paraît pas mal. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je fais une petite aparté pour vous dire que vous avez la possibilité sur tous les opérateurs de mettre des raccourcis clavier. Par exemple, vous voyez, ça peut être utile quand vous êtes ici si vous voulez par exemple faire des extrudes ou faire ce genre de choses et que vous voulez faire ça avec des raccourcis clavier plutôt que de toujours faire tab, etc. C'est possible. Vous avez donc la solution, tout ce qui est dans les shelves ici, vous pouvez assigner des raccourcis clavier à chaque truc. Donc par exemple, pour si je veux faire un contrôle ou j'en sais rien, Alt D pour créer une sphère, je fais un clic droit sur la sphère, je fais Edit Tool, et ici vous voyez, vous avez les hotkeys, donc les raccourcis clavier que vous pouvez mettre dans différents environnements. Soit c'est global, c'est-à-dire n'importe où dans Houdini, soit c'est quand vous avez la souris au-dessus de Network Pane, soit Scene Viewer, etc., etc. Donc moi je vais dire globalement, j'aimerais que ici, donc là je vais double-cliquer, Alt-D me serve à créer une sphère. Ok, Apply, Accept, Accept. Et du coup, où que je sois dans le soft, quand je fais Alt-D, ici, je crée une nouvelle sphère. Ok. Donc pareil pour Transform. Alors pour Transform, c'est un peu plus tricky, mais je vous montre quand même. Étant donné que Transform ne se trouve pas dans les shelves ici, vous avez besoin de le drag and dropper d'abord, ici, et ensuite vous venez faire la même chose. Ok. Donc ça c'est bien pratique pour les raccourcis clavier. Donc je continue. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer un popnet, donc un network pour les particules. Ok, une simulation de particules. En premier, je viens brancher, alors je vais d'abord brancher, faire le contraire, ici. Voilà. Là, je viens brancher en premier, non, pardon, mes particules, et en second, mon collider. D'accord. Donc on va à l'intérieur, et ici on a un système de base donné pour les particules. Ok. Donc, la première chose, ici, si on regarde, on n'a pour l'instant rien. Parce qu'il faut d'abord connecter ça. Donc ça, on a vu que c'était le First Context Geometry, ici. Donc le First Context Geometry, c'est bien source particule. Ah, il est là. D'accord, il est là, il est là.
Donc, ici, vous voyez, il me crée des particules. Pas de problème. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ces particules, elles tombent sur mon sol, évidemment. Alors, attendez, je vais laisser le sol en template. Tac. Bon, on ne le voit pas, c'est pas grave. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que les particules tombent, et pour ça, je vais venir ajouter une gravity. Une gravity force, ici, tac. Ce qui fait que maintenant, mes particules dégringolent. Ok. Donc, voilà, ça c'est pas mal. Donc la première chose, c'est que ici, parce que, vous voyez, il y a toujours les histoires de sampling ici, vous voyez, c'est-à-dire que comme les particules sont créées toutes les frames, on a ces espèces de lignes, en fait, qui se créent. Et donc, pour éviter d'avoir à retoucher au substep ici, j'ai une petite idée, c'est, je vais aller ici dans les attributes, et on va donner une initial velocity, on va la setter nous-mêmes, ok? Et en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est avant tout modifier la variance ici. Pas la vélocité, on va la laisser tomber normalement, mais juste la variance. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que les particules soient émises, en fait, non pas juste de mon plane, mais à des positions un petit peu variables autour de la surface de mon plane en Y. Donc ici, on va en mettre très peu en X, très peu en Z, et on va en mettre un petit peu plus en Y. Ok? Ce qui fait que du coup, maintenant, on n'a plus ce problème. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que de base, ici, mes particules sont générées. Alors, on ne le voit pas très bien, mais il y a un petit décalage en Y. Donc, c'est parfait. Voilà. L'autre chose aussi, c'est que, maintenant que c'est fait, j'aimerais venir ajouter ici mon collider, mon sol. Ok. Donc, je vais créer un static object, là, et un static solver, parce que cet objet ne bougera pas dans la scène. Voilà. Donc on les connecte, et sur mon static object ici, il faut que j'aille chercher le pass, et donc pass, c'était, souvenez-vous, le UV project. Ok. Voilà. Donc object name, on va l'appeler ground. Tac, comme ça. Et mon static solver, je vais tout linker ici, en utilisant un merge. Voilà, un merge. Et donc du coup, ça va agir comme une collision pour ça. Donc du coup, il faut faire attention parce que dans le merge ici, vous voyez, vous avez le affector relationship. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est les left inputs qui affectent les right inputs. Moi, ce que je voudrais, c'est que ma collision affecte mes particules. Et du coup, là, je me rends compte que mes collisions sont en right input. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. C'est mes particules qui vont influencer mon sol et pas le contraire. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne cliquer ici sur cette flèche, hop, pour inverser, vous avez vu, on a inversé l'ordre d'entrée. Donc maintenant, on a bien un collide relationship ici, de mes left input vers mes right input. C'est comme ça qu'on fait des interactions entre les choses dans les simulations. Voilà. Donc, si maintenant je presse play, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour détecter mes particules, j'ai besoin ici que dans mon solver, je vienne checker collision behavior. Attendez, je check un truc. J'ai mon static solver. Ah voilà, je sais ce qui va pas. Non, attendez. Avant d'aller dans ça, je reviens ici, et effectivement, si ça fonctionne pas, c'est parce que j'ai pas modifié ici les collisions. Vous voyez, les collisions, ils utilisent le solver par défaut, et comme on a un objet qui est pas plein, qui est plat, on va être obligé d'utiliser une surface collision, et pas un volume collision. Donc ici, je viens chercher Use Surface Collisions. Ok. Et dans Surface ici, j'ai rien à changer. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Vous voyez, maintenant, les particules tombent, rebondissent, et puis rebondissent à l'infini jusqu'à finir par être un peu stockées sur le sol. Voilà. Donc, du coup, c'est pas mal, mais le problème, c'est que, effectivement,
déjà elle va avoir beaucoup de particules, et puis du coup elle meurt jamais. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que peut-être mes particules rebondissent un peu, et puis finissent par mourir. Ce serait pas mal. Alors j'ai déjà commencé par faire quelque chose, ici. Je vais aller dans le pop source, et ici, dans Burst, j'ai envie plutôt de maîtriser l'émission des particules, pas en secondes, mais plutôt en frames. Donc je vais mettre ça à 0 pour pas l'activer. Et je vais me servir de l'impulse activation, et je vais mettre un rate de 200 particules. C'est-à-dire que toutes les frames, il va me faire 200 particules. Voilà. Vous voyez? Donc les particules rebondissent, puis finissent par glisser sur le sol. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vous montrer comment qu'il est la particule au moment où elle a rebondi un certain nombre de fois. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, et hop, elle meurt, ou quelque chose comme ça. Et donc pour déterminer ça, pour déterminer la quantité de bounce qu'il y a, je vais me servir d'un attribut, en fait. Et cet attribut, justement, il va se récupérer par ce pop solver. Quand vous allez ici dans l'onglet Collision Behavior, vous voyez que vous avez l'option Add It Attributes. C'est-à-dire que quand je coche ça, il va d'un coup rajouter sur chaque particule un certain nombre d'attributs. Alors, hop. Comment est-ce qu'on pourrait le regarder? Voilà. Vous voyez, il vient me donner un certain nombre d'attributs ici, les hits. Donc hit normal, hit number, le hit pass, hit position, hit prime, etc., etc. Le hit time. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça, en fait. C'est le hit total. Ok? On va se servir du hit total, c'est-à-dire combien de fois ma particule touche le sol. Donc je peux déjà regarder un petit peu en couleur ce que ça donne. Voilà, vous voyez, les particules deviennent rouges quand elles ont rebondi une fois. Et ensuite, du coup, je vais me servir de ce hit total pour cleaner les trucs. Attendez. Voilà. Et pour faire ça, je vais du coup me servir. Alors, peut-être avant ça, déjà, avant ce hit total, je vais peut-être régler une première chose, c'est le bounce. C'est-à-dire que vous voyez le bounce qui se passe ici dans les particules rouges, on voit qu'il y a à nouveau ces histoires de sampling qui font qu'en fait, comme toutes les particules rebondissent exactement de la même façon, ça crée encore des espèces de lignes. Donc moi, je voudrais ajouter un peu de hasard à ça pour modifier un petit peu les valeurs du bounce ici. Et pour faire ça, je vais me servir d'un opérateur qui s'appelle pop property. Particule opérateur property. Et ça nous permet de venir retoucher aux propriétés de nos particules. Ok? Donc moi, c'est bounce qui m'intéresse ici. D'accord? Ici, bounce, je vais le baisser un petit peu, je vais le mettre à 0,2, parce que les particules rebondissent trop là. Et je vais utiliser une expression pour donner un petit peu de hasard à tout ça. Ok? Donc on va créer un float, un chiffre donc décimal, qu'on va appeler seed. Ok, float seed égale 0.12345. Ensuite, on va donc dire bounce, donc ma propriété bounce ici, bounce, égale, alors pas égale, on va la multiplier, donc, vous voyez quand on met le signe multiplier plus égal, ça veut dire qu'il ajoute, enfin il multiplie quelque chose qui vient rajouter. Ok, c'est-à-dire que c'est comme s'il le multiplie d'abord par lui-même. C'est lui-même multiplié par. Ok, si on fait par exemple plus égal, ça veut dire qu'on additionne. Si je fais plus égal à 1, ça veut dire qu'il va prendre la valeur de bounce et qu'il va lui ajouter 1. Donc c'est comme si je mettais, c'est exactement pareil que si je mettais égal bounce plus 1. Plus 1. Ok, donc pour éviter de répéter bounce, comme les programmeurs sont des gens fainéants, ils ont inventé ça. On met plus égal. Ok. Donc là, c'est pas plus égal, c'est fois égal. Donc ça veut dire qu'il va se multiplier par lui-même. Donc fois égal. Et là, donc, on va utiliser la valeur, une valeur random. Donc ce serait un random. On va se servir de l'idée des particules, comme ça, elles sont toutes différentes. At id plus seed. Ok. Voilà.
Le problème que j'ai là, c'est que on va avoir des valeurs qui sont un peu extrêmes. Donc j'ai besoin de fitter ça. Donc on va utiliser un fit 01, 01, fit 01. Donc on va fitter cette valeur entre... alors pour mon système, moi je vais mettre entre une valeur qui est de 0,2 et une valeur de 1,2. Quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Ici, vous voyez, mes particules sont beaucoup plus petites. Alors, elles rebondissent quand même, on le voit un petit peu. Elles rebondissent quand même, voilà, vous voyez. Mais par contre, les rebonds sont plus du tout les mêmes d'une particule à l'autre. Et donc là, on commence à avoir un truc sympa. Le problème, je vous disais, donc c'est ces particules qui slident là, sur la surface, parce qu'elles rebondissent, et c'est pour ça que j'ai besoin de les killer. Donc, on revient à cette notion de hit total, dont je vais me servir, du coup, pour killer. Alors, on va... En fait, alors, il y a cette source que je vais utiliser là pour la pluie, et puis je vais créer une autre source après pour générer des petits splatchs à partir de chaque goutte de pluie, vous voyez, au moment où elle touche le sol. Donc du coup, ça, j'aurais besoin de le merger ici, ce qui fait que mon histoire de killer les particules qui rebondissent, je vais le mettre après, en fait, pour que ça concerne toutes les particules. Donc ici, je vais créer un pop wrangle. C'est un attribut wrangle, mais pour les particules. Ok. Et là, je vais me servir du coup d'une petite expression. En gros, je vais lui dire, ce que je veux lui dire, c'est à partir du moment où la particule a touché 3 fois la surface, elle meurt. Et pour ça, je vais me servir d'un if at hit total, qui est ma variable du nombre de fois que la particule touche le collider, égale 1, alors alors non, pardon, hop, hit total est supérieur à 3 plutôt, alors dead égale 1. Donc ce que ça veut dire, c'est à partir du moment où le hit total a dépassé 3, donc il a rebondi 3 fois, l'attribut donc l'attribut dead, que chaque particule a, qui est à 0, ça veut dire qu'elle n'est pas dead, passe à 1, ça veut dire que du coup elle meurt. Okay, donc ça c'est un attribut qui détermine si la particule vit ou meurt. Et à 1, elle est morte. Donc en faisant ça, ici, voyons ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, du coup, les particules, certaines rebondissent, enfin, elles rebondissent toutes, très rapidement. Attendez, hop, on va passer en real time. Et ensuite, à partir de 3 rebonds, elles meurent. Donc c'est parfait. Je trouve que la pluie tombe très très vite. Donc c'est des gouttes d'eau. Je voudrais un petit peu tricher pour ralentir un peu la tombée de la pluie. Et du coup tricher en baissant un peu le taux de gravité ici. On va passer à -2 plutôt, histoire d'avoir des particules un peu plus cool qui... vous voyez, voilà. C'est plus joli et ça fait plus la blague. Ça fait le job, comme on dit. Ok? Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, là on est déjà pas mal. Qu'est-ce que je vais rajouter? Et bien maintenant, je pense que je vais rajouter du coup des splatchs. Ok? Donc des splatchs, c'est-à-dire en gros des particules qui vont être créées à partir de celles qui ont rebondi, en somme. Et donc pour ça, je vais créer, d'abord, je vais déterminer un attribut pour les particules, pour déterminer si la particule a déjà heurté le collider ou non. Parce que je ne voudrais pas que les particules... alors, regardez, ça s'appelle pop replicate. Pop replicate, ça crée des particules à partir d'autres particules. Ok? Donc ça les réplique. C'est pour ça qu'on a à peu près le même, vous voyez, les mêmes paramètres que dans ma source ici. Donc ici, je vais... Ici, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ça à 0, on va garder l'impulse, on va créer 40 particules ici. Mais par contre, du coup, on va utiliser un emit from attribute, c'est-à-dire que
n'émettront que les particules qui ont un certain attribut. Okay, donc je vais devoir créer un attribut, moi ici, pour déterminer quelles particules ont cet attribut. Donc je vais mettre un autre pop wrangle. Ici. Pop wrangle, c'est pratique pour déterminer des attributs. Donc là, on va créer un attribut qui s'appelle splash. Splash. @splash égale 0. Donc ça veut dire que de base, toutes les particules ont un attribut à 0 qui s'appelle splash. Okay, et ensuite, je vais dire, comme tout à l'heure pour le bounce, if @it total, et cette fois pas supérieur à 3 mais est égal à 1. Alors, une petite parenthèse concernant les deux égales ou le égal. En fait, le symbole égal, en vex, comme ça, dans le code, sert en fait à donner une information à la variable, c'est-à-dire par exemple p égale 1, 1, 1, ok. Donc là je donne une variable, un vecteur 3, j'attribue ça à la variable. Donc j'utilise un signe égal, c'est-à-dire que je nourris une variable, ok. Quand j'utilise les deux signes égales, je dis que c'est égal. Enfin, c'est-à-dire que ça ne concerne pas une variable. C'est genre, par exemple, machin, donc x égale y. Okay, si je veux dire que x est égal à y, j'utilise 2 égales. Si je veux donner un contenant pour une variable, j'utilise juste un égal. Okay, donc c'est pas très clair, mais bon, les programmeurs ils comprennent mieux ça évidemment. Moi j'ai découvert ça, c'est mon petit secret. Donc, if it total est égal à 1, à ce moment-là, @splash, donc l'attribut splash passe, hop là, passe à 1. Ok. Donc voilà, donc maintenant les particules, en gros les particules en rouge, celles qui ont touché le collider une fois, elles ont un splash, un attribut qui passe à 1. Et du coup ici dans mon point replicate, je vais me servir de l'attribut splash. Ok. Donc l'autre chose aussi, c'est que je voudrais que les particules, les nouvelles particules émises là pour faire les splash, on va aller dans shape, et ne soient pas émises d'une sphère autour de la particule, mais soient bien générées à partir du point. Ok, vraiment à partir du point. Regardez, si je mets ici sphère, alors je vais connecter ça, on va connecter ça ici dans un reference stream, et on revient le mettre dans le merge. Ok, regardez ce qui se passe. Voilà, là, il y a plein de particules qui sont générées autour de mes particules. Si maintenant j'utilise point, là, à ce moment-là, vous n'allez pas voir la différence parce que toutes les particules sont générées sur le même point. Pour que vous voyez mieux, je vais augmenter un peu la taille des points. Voilà. Donc voilà, là, en fait, les 40 particules que je demande à naître là, toutes les frames, sont générées sur le même point. Donc forcément, elles ont la même vélocité, le même point, elles s'overlappent et on ne les voit pas. Ok. Donc du coup, pour qu'on les voit, je vais aller dans Attributes ici, pour la vélocité, et je vais faire Add to Inherit Velocity, vous voyez, c'est-à-dire qu'il prend la vélocité de la particule parent, c'est-à-dire celle en rouge qui arrive, et il va additionner ça à une nouvelle valeur ici. Et donc cette valeur, encore une fois, je vais uniquement modifier la variance, là. Et donc cette fois, on va rentrer des valeurs plus petites, 0,05, 0,1 et 0,05. Donc ça dépend de votre scène, évidemment. Hein. Du coup, voyons maintenant ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça génère des petits splashes bien sympas, bien coolos, qu'on aime. Ok. Donc ça marche. Donc bah, globalement, là j'ai à peu près fini de générer ma pluie. Je vérifie bien que tout fonctionne. Il pleut, ça va, c'est très bien. Donc maintenant on va pouvoir faire un file cache de ça pour pouvoir cacher la simulation. Ok.
Donc ici, je viens larguer un file cache. Ok. Mon file cache ici, je viens faire load from disk. Quand je clique sur load from disk, ça veut dire qu'une fois qu'il a trouvé la référence, il va plus calculer ce qu'il y a au-dessus. Il va uniquement se servir du fichier. D'accord? Donc load from disk, vous voyez que du coup là il me met un gros signal que ça va pas, c'est normal parce qu'il ne trouve pas. Donc ça je vais laisser tel quel, je vais sauver, alors attendez, je vais sauver ma scène avant de faire le file cache pour profiter de la variable heap, save as, rain pour rain effect. Hop. Voilà, et je refais mon file cache. Load from disk, tac, je ne vais pas toucher au nom, le nom me plaît, et je vais faire un save to disk. Voilà, donc maintenant, toutes mes particules sont cachées. Donc n'oubliez pas, si vous modifiez quoi que ce soit dans le PopNet ici, ou sur les colliders ou les grids, n'oubliez pas de refaire un save to disk ici, sinon lui il ne updatera pas. Ok. Donc maintenant que j'ai fait mon file cache ici, ce que je voudrais faire c'est, ça c'est la deuxième partie du cours, j'aimerais maintenant faire des web maps. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant qu'on a géré les collisions tout bien comme il fallait, une web map, du coup, ça va me servir à... Donc ça va être une map, une séquence d'images que je vais mapper sur mon collider, donc qui est mon sol, en fait, et qui va m'indiquer où est-ce que, donc en noir et blanc, ou qui vont m'indiquer où est-ce que les particules tombent, et donc, donc donner une sensation de mouillé. Ok. Donc pour ça, alors là c'est un peu tricky, mais c'est bien parce que ça va nous apprendre un nouveau truc. On va se servir d'un volume et on va se servir aussi d'un solver. Donc, pour faire simple, ici, je vais commencer par... le problème là pour la wet map, c'est que j'ai besoin uniquement des particules qui tombent. En fait, vous voyez, donc des particules blanches, en fait. Donc ça, du coup, je vais faire un blast ici. Hop. Et sur le blast, je vais choisir comme groupe... attendez, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas donné la... attendez, je reviens ici. Ok. Ouais. Donc, je reviens une seconde dans mon PopNet ici. Là, j'ai besoin de renommer mes sources. Ça, ici, je vais appeler ça source A. Ok. Et ici, je vais appeler ça source B. Voilà. Donc, en fait, quand je fais ça, alors j'ai besoin de re-rendre le file cache ici. Save to disk. Quand je fais ça, en fait, il va me sauver comme il faut mes deux streams, en fait. C'est-à-dire qu'il identifie par un attribut les particules, en gros, de base, et puis celles qui sont répliquées. Okay, parce que moi, je voudrais qu'il ait en fait celles qui sont répliquées pour me servir juste de celles de base pour créer la boîte map. Pas compliqué. Donc du coup, j'ai renommé mes sources de façon à, ici dans le blast, quand je me mets en point, avoir vous voyez, avoir alors, voilà, string source A, string source B. Ok. Donc c'est pas en point en fait, vous laissez guess from group. Donc moi je vais prendre sim string source A ici et faire un delete non selected. Ok, donc il me reste bien mes autres particules. Ouais, c'est pareil, j'aurais bien aimé aussi, je vais enlever ce rouge. Là, j'enlève color hit, j'ai plus besoin d'avoir ça maintenant. Et du coup, je vais devoir recalculer à nouveau. Désolé, mais ça va vite.
Voilà. Il y a... C'est bon. Donc, on a bien nos particules, on a bien uniquement le stream A. Ok. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais déterminer que ces particules-là, on va créer un attribut triangle, ou on peut aussi appeler ça point triangle, et c'est la même chose. Ok. Un point triangle ici, qui va... donc je vais créer un attribut wet, pour dire que ces particules sont... Enfin, les particules sont mouillées, ok, tout bêtement. Donc, wet égale 1. Voilà. Donc toutes les particules ont un nouvel attribut. Ok. Et donc avec ça, maintenant, je vais, enfin, ce que je vais faire globalement, c'est que ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois qu'une particule tombe sur mon collider, ici, on détermine du coup où est-ce que ce point tombe au niveau des UV, comme ça, et du coup retranscrire ces UV dans l'espace grâce à un volume. Et en fait, je vais rendre ce volume après en compositing. C'est compliqué, mais je vais vous montrer. Donc là, ici, je vais créer un volume. Volume comme ça, et donc un volume, on va laisser un scalaire, on va appeler ça val. Ok. Et je voudrais en tout dimensionnel, x, y, on est très bien. Et là, on va le monter à 0,5 et 0,5. Ici, uniforme sampling division, vu que je voudrais une map de 1024 par 1024 pixels, je vais rentrer ici 1024. On va avoir 1024 subdivisions. D'accord. Et donc, en fait, ce volume, si vous voulez, alors, on ne le voit pas encore, on va le voir quand on va le merger. Voilà. Vous voyez, ce volume, en fait, du coup, il m'a créé en 2 dimensions. Ok. Il me l'a créé entre 0 et 1, puisque j'ai une taille de 1, mais j'ai mis le centre à 0,5. Okay, donc il est bien entre 0 et 1 en x, et entre 0 et 1 en y. X, y. Et donc c'est la même chose. En fait, c'est similaire à l'UV Project. Ici, vous voyez, on a 1 en x et 1 en y. Donc, voilà pourquoi je recrée ce volume. Pour avoir en fait la même chose, mais dans une vue 3D. Donc, en fait, voilà. Donc ce volume est divisé en 1024 par 1024, ici, qui correspond à mon image, une image carrée. Hop. Et donc du coup, maintenant, je vais du coup récupérer, alors c'est ça qui est un peu, voilà, j'ai besoin d'une expression ici, qui vienne en fait récupérer, qui vienne me mettre ce plan-là, qui vienne faire correspondre ce plan-là avec les UV, et ensuite déterminer quel point, en fait, quelle particule tombe sur le collider, pour créer une sorte de radius autour de cette particule, pour créer l'effet mouillé, et tout ça retranscrit dans mon volume ici. Ok. Bon, je vous montre. Ici, je vais mettre un volume wrangle. Donc c'est un attribut wrangle, mais pour les volumes. D'accord. Et donc, en premier, ici, je vais rentrer mon volume. En deuxième input, ici, je viens chercher mon UV project. Parce que, voilà, j'ai besoin d'avoir ça pour connaître ma position en UV. Et ensuite, en troisième input, je vais venir mettre les particules. Ok. Donc, je l'affiche ici. Et on va appeler ça sample UV. Et ici, du coup, je vais créer un premier vecteur. Vector mapd p. Ok, je vais l'appeler mapd p. Et donc ce vecteur, en fait, ça va être le sampling de mes UV reprojetés sur mon volume. Et donc pour ça, on va se servir d'une fonction qui s'appelle UV sample. Ne me demandez pas pourquoi, ou alors interrogez Jean ou Simon. Donc UV sample, on va sampler le premier connecteur, donc 0, 1, 2, 3, ok, donc il porte ces noms-là, 0, 1, 2, 3, donc le premier ici, on est bien sur mon collider avec des UV. Donc je vais sampler, donc je sample mon collider, ok.
c'est la position qui m'intéresse. Remapper sur, donc, à partir des UV. Donc UV, c'est l'attribut UV qu'on a là-haut. Ok. Et je veux le recréer à la position de mon volume. Donc add P, attribut position. Voilà. Ça, c'est un premier vecteur. Ensuite, maintenant, je vais dire à chaque fois que je crée un point comme ça, je vais aller chercher les points autour pour créer une zone, en fait, un fall-off autour de mon point. Vous voyez que quand il y a une goutte d'eau qui tombe, elle crée comme comme ce qu'elle humidifie en fait au sol, c'est un peu plus large que sa circonférence. Vous voyez, elle s'étale et donc du coup le wetness en fait grossit et crée un radius autour. Donc pour ça, je vais créer un nombre entier, ok, qui va s'appeler near point pour near pt pour near point, et qui sera égal à une fonction qui s'appelle justement nearPoint, fonction qui va chercher les points autour. NearPoint, et là on a besoin de savoir, donc, on va chercher les points où ça? On va chercher les points qui arrivent de mes particules, donc en deuxième. En 2. On va chercher donc on va chercher à partir de quoi? Donc on va chercher on va l'appliquer pardon sur ce sample là. Donc map.py, ok, sur ce vecteur. Et ensuite, il faut une valeur en fait pour la distance en fait, la distance qu'il va chercher, vous voyez, le radius autour de la particule qu'il va chercher. J'ai mon point ici qui arrive. Moi, je cherche à avoir un radius sur ma map au final, sur ma texture, à partir de ce point, ok. Donc du coup, j'ai besoin d'avoir ici. Donc l'expression nearPoint correspond à cette recherche de points autour là, et du coup ici j'ai besoin d'avoir une valeur qui soit la distance, c'est-à-dire ce vecteur là, ok, qui va chercher la distance. Et du coup, pour la déterminer, le mieux c'est, de toute façon ça sera une petite valeur, genre 0,1 ou quelque chose comme 0,02, je sais pas. Donc moi je vais créer un slider, ça sera plus facile. Donc je crée un slider float qui va s'appeler distance. Ok, voilà. Donc mon nearPoint est terminé, tac. Voilà. Et donc maintenant que j'ai créé ces deux valeurs, je vais nourrir mon volume avec. Ok, c'est-à-dire que maintenant que je connais les points, etc., je vais retranscrire ça sur mon volume. Et donc pour faire ça, donc je vais me servir de l'attribut addVal, qui est en fait mon volume. Vous vous souvenez, on l'a appelé val ici. Donc addVal. Donc on va lui ajouter, plus égal, on va lui ajouter les points. Donc on utilise la fonction point. Donc les points qui viennent d'ici, hein, donc 2, donc le numéro 2, encore une fois, 0, 1, 2, ok, donc 2, point 2, si c'est mouillé, et nearPT pour les points concernés, ok. Donc je ferme ça, tac, et maintenant, normalement, rien ne se passe. C'est ça la magie. C'est qu'on croit que ça va marcher et en fait ça marche pas. Alors pourquoi ça marcherait pas? Ben oui, je sais pourquoi ça marche pas, parce que il y a la distance là. Regardez, il faut cliquer là pour avoir le sparse parameter, et la distance évidemment si elle est de 0 ça fonctionne pas. Donc là je vais rentrer 0,02 par exemple. Voilà, vous voyez, ça y est, il a retranscrit dans le volume ce qui est censé se passer sur le collider, c'est-à-dire ici. Ok, donc sur ce collider là, regardez ce qui se passe en haut. Donc si je ne gardais que les particules qui touchent le collider, ici, j'aurais retranscrit là-dessus la même chose que ce que j'ai retranscrit ici sur mon petit volume. Ok. Et donc c'est ça le petit secret. C'est ça qui va vous permettre de créer la map. Parce qu'ensuite ce volume, on va le sortir en map en fait, d'où 1024.
Donc du coup, là vous voyez ce qui se passe, on a bien les points là qui sont générés. Ok. Voilà. Donc ça c'est pas mal, mais du coup, il y a quand même un problème. Le problème c'est qu'effectivement, ok, on a l'emplacement des gouttes d'eau qui tombent, mais ce qu'il faudrait c'est que l'effet mouillé il soit conservé quoi, dans le temps. Vous voyez, est-ce que ça s'arrête pas, que ça change pas à toutes les frames en fait. Parce que lui le problème c'est il travaille en fait à la frame ici, vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'il prend une frame et puis la frame d'après, ça a changé. Et du coup, c'est pour ça que je vais introduire la notion de solver. Un solver, en fait, principalement, c'est un opérateur qui vous permet de récupérer les informations de la frame précédente. Et c'est ça qui va me permettre, du coup, de travailler dans un environnement où je connais la frame précédente. Ça me permet de dire, t'ajoutes la frame actuelle à la frame précédente, etc., etc. Et c'est pour ça que, en fait, la différence entre un solver et pas un solver, c'est qu'un solver, ça prolonge les effets dans le temps. Ok. Donc, en fait, ce que je vais créer ici, donc je vais créer un solver. Solver, tac. Et donc, ce solver, vous voyez que ça crée comme une simulation, hein. Donc ce solver, je vais le régler comme le volume wrangle, c'est-à-dire que je vais faire rentrer mon volume en premier, ici ça en troisième, et ça ici en deuxième, ok, qui est donc l'auxiliaire 0, l'input 0, 1, 2. Non, l'input 1, 2, 3, pardon, parce que là c'est différent, c'est pas comme dans le volume wrangle. Je vais prendre ça, je vais le copier, parce que je vais le remettre là-dedans, c'est là-dedans que ça m'intéresse. Je clique là-dessus, je vais là-dedans, et là, vous voyez que je me retrouve avec mes 4 inputs, ici, hop, 1, 2, 3 et 4, et ma previous frame. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, je viens recoller ça. Je vais faire entrer ma previous frame ici, voilà. Et ensuite, je ne me sers pas de ça, parce que ça, c'est la frame qui change tout le temps. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est celle qui... c'est la précédente. Et ensuite, ici, je viens connecter l'input 2, et ensuite l'input 3, pour avoir la même configuration que ici. Ok. Donc maintenant que j'ai créé ça, ici, je remonte un coup, là, et pour voir ce que ça donne, j'ai besoin de me mettre dans ce contexte-là pour pouvoir voir ce qui se passe. Vous voyez, quand je suis dans le solver, il ne va pas rafraîchir le volume si je fais play comme ça. Et donc c'est pour ça que ce que je vous conseille, là c'était une pin normalement, c'est dans cette vue-là, vous mettez sur solver, et vous cliquez sur pin. Okay, du coup, la vue que vous verrez, ce sera toujours compte tenu de cet environnement-là. Par contre, vous pouvez aller à l'intérieur, ça ne va pas rafraîchir, ça ne va pas s'updater en fait. Ok, c'est disjoint. Ce qui fait que du coup, ici, maintenant, je peux lire l'animation et vous voyez, cette fois, les points persistent à l'écran. Et c'est tout l'intérêt. Donc, l'autre chose, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que ces points, si vous voyez, là, en fait, c'est vachement arch, quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces points ils soient un petit peu bleurés, pour que ça me crée une sorte de fall-off, un truc un peu sympa. Et pour ça, je vais me servir d'un volume blur. Volume blur, ici. Donc le volume blur que je vais venir placer ici. Vous voyez, sur ma previous frame, ici. Donc le volume blur, c'est très simple. Ici, vous allez utiliser le voxel radius. Ok. Voxel radius, on va utiliser une valeur de 3, 3, 3, 3. Et pour avoir, là j'ai un filter box, donc qui n'est pas très joli. Pour avoir un filter gaussien, je vais augmenter mon nombre de passes à 4. Et là, je me retrouve effectivement avec un... Alors, je vais me mettre en dark background, on y verra mieux pour la suite. Voilà. Donc là, vous voyez, on a... cette fois un truc beaucoup plus joli. Le problème que j'ai maintenant, c'est qu'effectivement, plus on avance dans le temps, plus ça devient brillant, 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 parce qu'en fait, si vous voulez, l'effet sur le volume ne meurt jamais vraiment, quoi. Attendez, je vais fermer Discord parce que c'est un peu gênant pour vous. Ok, donc, comment est-ce que je peux faire pour diminuer l'impact de mon fall-off là au fur et à mesure du temps? Eh ben, je vais me servir ici d'un autre volume wrangle pour entrer une petite expression vraiment très simple.
en fait, qui dit, grosso merdo, add val, donc, hop là, add val, donc qui est mon volume, multiplié et égal, c'est-à-dire je multiplie sa valeur par 0,95, c'est-à-dire par une valeur un petit peu inférieure. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, ça va décroître. Alors regardez ce que ça donne. Voilà, vous voyez, en fait, à un moment donné, les choses brillent plus comme avant, ça s'est stabilisé puisqu'au fur et à mesure, l'effet disparaît. Et c'est ça que je veux. Donc c'est ça que j'ai. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il me reste quand même ces petits points-là, en fait ceux qui viennent de là, l'input 3 là, ici, ces petits points qui, eux, restent super arches, que j'aimerais bien blurrer aussi. Et pour faire ça, je vais rajouter un autre volume blur, juste après. Ok, voxel radius, ici, number of pass 4. Par contre, je vais laisser un voxel radius de 1, ce qui fait que maintenant, hop, ça a légèrement blurré ces particules-là aussi. Et on est beaucoup mieux. Donc je rejoue. Et voilà, c'est beau. Donc, on en a terminé avec ce solver. Je reviens là. Et du coup, suite à ce solver, ici, je peux créer un nul qui va s'appeler out wetmap. Tac. Ça, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Et donc ici, on a tout ce qu'il nous faut. D'accord? Donc, maintenant que j'ai fait ça, comment est-ce que je fais pour sortir ça en image? Et bien c'est facile, je vais me servir d'un COP network. Donc COP, c'est Compositing Operator. COP network, COP2 network. Ok, là je clique dessus. Et là je viens créer, je viens gérer. Donc ici, comme on est dans la partie compositing, je vais me mettre dans Composite View ici pour voir ce qui se passe. Et là je vais faire un SOP Surface Operator Import. Ok. Puis mon SOP import ici, je vais aller chercher du coup Hot Webmap. Accept. Donc là c'est stretché évidemment parce que dans l'image j'ai besoin de régler la taille sur 1024 par 1024. Voilà. Okay. Donc là maintenant j'ai ma wetmap 2024 par 1024. J'ai plus qu'à faire une sortie, donc le ROP file output render operator de composition. Ok. Ici, je viens modifier ça, je ne vais pas le rendre dans render, je vais créer un dossier COP plutôt, comme ça je saurai. Et puis, de quoi j'ai besoin? Bah non, tout a l'air bien, j'ai plus qu'à cliquer sur render. Donc évidemment, vous pouvez vous dire, bah, c'est facile sur une grille toute plate d'avoir un effet de pluie, etc. Mais vous pouvez tout à fait maintenant remonter dans le collider, modifier ce grid, loader un terrain à la place, ou créer du noise sur la grid pour faire quelque chose de plus vallonné, ou modéliser un trottoir, une rue, enfin absolument ce que vous voulez. Ça fonctionnera puisque c'est juste un collider. Et ensuite le wetmap, pareil, normalement ça devrait fonctionner aussi. Donc j'ai fini. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à créer un matériau pour mon sol, pour pouvoir gérer, gérer mon sol, quoi. Donc ici, je vais juste créer un nul ici pour sortir le truc. Donc je vais appeler ça out round. Ok. Et puis je voudrais aussi créer un autre nul pour pouvoir en fait afficher, parce que je voudrais afficher ici de mon fichier seulement les particules qui tombent. Donc ici, je vais créer un nul, là, qui va s'appeler du coup out particles. Ok. Mais le problème que je vais avoir,
normalement, c'est que, forcément, ouais, en fait, il a sauvé dans le file cache le collider avec, vous voyez. Donc du coup, forcément, si j'ai mon collider, je crée un autre objet à côté, ils vont s'overlapper, ça va pas être joli. Du coup, je vais avoir besoin ici de créer un blast, à nouveau, pour supprimer le collider. Attendez, hop, on va faire comme ça, comme ça. Et ce blast ici, du coup, je vais aller chercher string source A, string source B, faire un delete non selected, voilà. Là ici, je vais baisser un peu ma géométrie, voilà, comme ça, tac. Et du coup, j'ai bien le truc. Donc je sors de là, et là je vais créer une autre géo, simplement pour séparer le sol de la pluie, ground. Et ici, je vais créer un object merge qui est outGround. Ok, voilà. Du coup, ça me permet de me servir ici du slot de matériaux pour générer mon chef-d'œuvre. Je vais dans Material Palette. Ici, je viens créer un Principal Shader. Ici, mon Principal Shader, donc ici, pardon, donc quand j'appuie sur P, j'ai les propriétés. Je vais mettre une base color blanche parce que je voudrais me servir d'une texture. Donc, j'ai pas envie que ça s'additionne. Et ici, dans Texture, je vais chercher ma séquence d'images. Hop, cop, Rain Effect. Ok. Donc je reviens ici dans mon ground et je vais aller chercher le Principal Shader. Voilà. Et normalement maintenant, si tout est beau, vous avez bien le Rain Effect. Alors attendez, pourquoi est-ce qu'il me met une petite grid là? Petite grid pas chouette. Ah voilà, c'est bon. C'était juste Shift W pour enlever la vision, la vue des edges. Maximize. Et je pense qu'on peut dire qu'on a tous les ingrédients pour faire un joli effet de pluie. Une wet map, un système de particules qui fonctionne plutôt bien. On est pas mal rendu. Ben, j'espère que ça va pouvoir vous servir, que vous compreniez mieux un peu les concepts de volume, hein, qui est une introduction à toutes les choses belles qu'on peut faire avec les volumes. Moi-même, j'en suis un peu au CP des volumes. Hein. J'essaye d'apprendre au plus vite, mais c'est quand même assez compliqué, et puis c'est super chouette ce qu'on peut faire. Voilà, en attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.